Qu'est-ce que le commentaire de texte? À quoi ça sert? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, ou ce podcast, en tout cas cet épisode. Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre, et on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de ce cycle sur le bac, Back is Coming, donc cette fois-ci consacré tout particulièrement aux commentaires de texte. Alors, je n'apprends rien à personne, ni à ceux bien sûr qui ont déjà passé les épreuves depuis longtemps, et encore moins à ceux qui vont les passer d'ici peu, ou qui sont amenés à les passer dans l'année. Au bac et au baccalauréat général, tout comme au baccalauréat d'ailleurs professionnel, on a le choix entre deux épreuves en français. Autrefois c'était trois, voilà, mais bon, on va pas parler de la troisième qui était l'écriture d'invention parce qu'elle n'est plus d'actualité. Mais voilà, maintenant il y a le choix entre deux épreuves, dissertation et commentaires littéraires. Alors déjà, là, il y a match, puisqu'il y a team commentaire, team disserte, c'est tout à fait normal de préférer une épreuve ou l'autre, d'avoir plus de facilité dans l'une ou dans l'autre, voilà, en tout cas d'en trouver une qui est moins pire que l'autre. Mais bon, voilà, l'idéal c'est quand même d'assurer un minimum dans les deux, et donc voilà, le match qui oppose une épreuve à l'autre n'est pas le sujet ici, donc je vous renvoie à la vidéo dédiée, où je me suis consacré à ça, voilà, vraiment, voilà, le match un peu disserte commentaire, comment les départager, laquelle choisir, dans quel cas, selon ses compétences et ses préférences, privilégier l'une ou l'autre. Là, dans cette vidéo consacrée donc aux commentaires de texte, eh bien, on va partir du principe que on préfère, ou alors on a choisi le commentaire de texte, ou alors au contraire, le commentaire de texte est l'exercice qui vous laisse le plus dubitatif, perplexe, désemparé. Et donc voilà, c'est à celui-là qu'on va s'intéresser pour essayer comme ça de dissiper quelques doutes. Le commentaire de texte, donc c'est une épreuve écrite sur 4 heures, comme la dissertation, puisqu'on a le choix entre les deux lors de l'épreuve du bac, bien voilà, d'être évalué, ou sur la dissertation, qui met plutôt en avant les capacités d'argumentation voilà, du candidat, et l'épreuve écrite de commentaire, qui elle en fait met plutôt en avant les capacités d'analyse. Et donc voilà, selon l'une ou l'autre épreuve, on ne se bat pas du tout avec les mêmes armes, parce que dans une des épreuves, on se bat avec principalement la rhétorique, les arguments, les exemples et la culture générale et littéraire, alors que dans l'épreuve du commentaire de texte, on se bat avec bien les figures de style et les capacités de compréhension et d'interprétation à l'appui justement bien de ces figures de style, de ces procédés littéraires et de façon plus générale en fait de compréhension globale du texte. Et bien sûr quand même, cependant, ça fait jamais de mal, un peu de culture littéraire et d'un peu de culture générale, histoire comme ça voilà, de montrer qu'on sait situer le texte comme ça dans un ensemble, dans un contexte historique ou culturel, dans un siècle, parmi d'autres auteurs, d'autres œuvres, etc. Le commentaire de texte va avoir pour principe de proposer un commentaire d'un texte que l'on ne connaît pas à la base. C'est-à-dire que le jour de l'épreuve, comme vous le savez, voilà, vous ouvrez le sujet et vous découvrez en direct voilà, de quel texte il s'agit. Donc souvent un texte qu'on ne connaît pas, que vous n'avez pas lu, sauf si peut-être voilà, par chance, vous avez déjà lu le livre, vous avez une certaine culture littéraire. Mais sinon, généralement, voilà, c'est un peu un extrait comme ça surgit nulle part d'une œuvre qu'on n'a pas lue, qu'on ne connaît pas. Et donc, on a, pour la présenter, seulement un petit paratexte, ce qu'on appelle un paratexte, donc une petite présentation, un petit chapeau qui nous raconte globalement, qui nous plante un peu le décor, on nous explique un peu de quoi il s'agit. Et puis, bien sûr, autre paratexte très important, le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre et l'année de publication. Très important ça. Ça, là, vous avez quasiment la porte d'entrée de votre introduction, on va voir ça, avec cette date et surtout de gros indices sur ce qu'il faut dire et un peu, un peu dans quelle direction il faut aller. Bref, donc, nous avons donc ce texte, donc précédé d'une petite présentation et donc suivi voilà, d'un référencement précis donc, du nom de l'œuvre d'origine, de l'auteur et de la date. Et donc voilà, on est censé proposer, parce qu'il y a la consigne qui a en si peu que ça, voilà, un commentaire de ce texte. Vous ferez toutes les remarques nécessaires, toutes les remarques que vous jugerez utiles et intéressantes pour voilà, expliquer ce texte, le commenter. Alors dans certaines filières, effectivement, voilà, on va dire, qui ne sont pas la générale, l'exercice est un petit peu facilité puisque on fournit aux élèves en fait les deux axes principaux du commentaire, donc c'est vrai que c'est une énorme part du travail qui est épargnée parce que déjà, pour commencer, ils s'épargnent en bonne partie le hors-sujet, parce que forcément, le grand risque pour la filière générale, c'est bien sûr voilà, d'être responsable tout seul de la problématique du texte et donc des axes qu'on va choisir. Donc c'est vrai que c'est autant de risques qu'on a peut-être de mal choisir ses axes, de mal avoir compris le texte et du coup de choisir une mauvaise problématique. Donc l'exercice est plus difficile en général.
Alors que dans la filière professionnelle, en fait, on fournit la problématique et on fournit les axes. Donc c'est vrai que, bon, déjà, ça fait gagner beaucoup de temps dans le plan, hein, parce qu'on peut directement se concentrer sur les axes qu'on nous a fournis et trouver les indices, tous les éléments dans le texte qui vont nous aider en fait à nourrir, à illustrer ces axes-là. Et puis voilà, c'est de la réflexion en moins, c'est aussi une prise de risque en moins, voilà. Donc c'est sûr que bon, bah, c'est plus facile. Voilà. Bon, d'aucuns diraient aussi que du coup, aussi c'est une question de valeur. Le bac général est censé aussi avoir plus de valeur, on va dire, intellectuelle que les autres épreuves. Voilà, donc c'est aussi, voilà, c'est forcément, hein, plus c'est difficile, plus ça a de la valeur, moins c'est difficile, bah, plus c'est agréable à faire, mais aussi du coup c'est censé avoir moins de valeur, on va dire, en termes de compétences que ça met en avant. Bref, donc le commentaire de texte reste quand même une composition écrite, hein, même si ce n'est pas une dissertation, hein, on est censé quand même, hein, composer pendant 4 heures. Alors traditionnellement, hein, le timing, on va dire, voilà, un peu de référence, hein, dans l'absolu, hein, c'est voilà, sur les 4 heures, passer, on va dire, 1 heure et demie sur le plan, hein, voilà, hein, c'est aussi long que ça, hein, le brouillon, le plan, faire un relevé détaillé, trouver un maximum d'idées, ranger tout ça dans un ordre un petit peu stratégique, rhétorique, hein, c'est un des enjeux, on va dire, de l'épreuve, hein, l'art de mettre les idées dans le bon ordre, dans un ordre stratégique, efficace et cohérent. Et donc voilà, une fois qu'on a fait cet immense travail déjà, voilà, de réflexion, vraiment de creuser le texte et tout, de relever et puis aussi d'organisation, et bien là en fait on est à même de rédiger. Donc généralement la rédaction c'est minimum 2 heures, ça peut aller jusqu'à 2 heures et demie selon le temps qu'on a passé sur le plan. Et donc ben voilà, hein, là on entre vraiment dans la rhétorique qui est un peu commune à la dissertation et aux commentaires, c'est-à-dire que d'abord introduction générale, et puis axe 1, axe 2, voire axe 3 éventuellement si on est très inspiré, hein, mais ça peut être seulement 2 axes, et puis conclusion. Voilà, tout ça dans des proportions, on va dire, bon, encore une fois, traditionnellement, hein, on peut faire un peu moins, un peu plus, mais généralement, une bonne copie entière, c'est une bonne moyenne, hein. Un peu moins, ça peut être un peu insuffisant. Et puis, on peut un peu déborder. Généralement, on peut faire une moitié de deuxième copie double. Voilà, quand on fait 2 copies doubles entières, on commence à vraiment être dans quelque chose de très long et surtout de à peine faisable sur 4 heures. Voilà, mais c'est en gros maximum 2 copies doubles. C'est minimum une copie quand même, hein, voilà, hein, c'est quand même mieux d'avoir rempli la copie. Voilà, en gros pour l'exercice. Bon, là, je vous apprends rien de spécial, hein, normalement, au bout d'une année ou alors de plusieurs années d'ailleurs, quand on commence en seconde, voilà, de commentaires de texte, on sait tout ça. On le sait que trop bien, et justement, trop bien. C'est-à-dire que on l'a tellement pris comme évidence et comme acquis que quasiment on ne le re-questionne plus. Et surtout, ça peut mener presque ça peut aussi la pousser à l'erreur. Alors, le commentaire de texte, et la dissertation d'ailleurs aussi, hein, mais surtout le commentaire de texte, ce sont des exercices que bah, les élèves, forcément, voilà, maintenant depuis en plus pas mal d'années, hein. Alors, a fortiori aujourd'hui, hein, puisque les générations là, d'aujourd'hui qui passent le bac, il faut bien s'imaginer que bien, leurs parents, et même parfois leurs grands-parents, ont fait fait le commentaire au bac, en fait, ont eu le commentaire au bac. Donc c'est un exercice maintenant qui est tellement ancien, hein, qui commence un peu à dater, voilà, qui est devenu en fait presque une tradition, comme la dissertation française, hein, parlons même pas de la dissertation de philo, qui est carrément en fait là, quasiment un cas unique au monde en fait, hein. Il n'y a pas d'équivalent à la philosophie, en tout cas à ce niveau-là au bac dans le monde, hein. Donc ça c'est une spécificité française dont la France se targue beaucoup et à laquelle un peu elle s'accroche, parce que voilà, c'est un petit peu l'exception française où il y a un peu littéraire, culturel et tout. Et donc voilà, donc c'est vrai que le commentaire de texte, on a tendance à imaginer que c'est un exercice évident, hein, qu'on ne remet pas trop en question, qui a toujours été là, donc bon, bah, puisqu'il a toujours été là, voilà, pourquoi le remettre en question, c'est un incontournable, c'est comme ça. Or, ça n'a rien d'évident, et ça n'a pas toujours été là. En fait, le commentaire de texte, à l'échelle des études, en général dans l'humanité, on va dire, c'est ultra jeune, c'est ultra récent, puisque ça s'est imposé dans les années 60. Hein. C'est après les années 60, il y a eu une grande refonte, on va dire, des exercices au baccalauréat, du baccalauréat en général, des études, hein, voilà, bon, il y a plein d'explications socio-historiques à tout ça. C'est peut-être pas directement le sujet ici, mais enfin bon, voilà, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je trouve que c'est toujours plus facile en fait d'accepter un exercice ou de comprendre, voilà, qu'on le fait quand justement on sait pourquoi on le fait. Voilà, quand vraiment on a presque les origines du truc et surtout qu'on sait aussi le relativiser en fait, un peu le remettre à sa place. Voilà, ce n'est qu'un exercice parmi tant d'autres possibles, voilà, qui a été décidé. Voilà, il se trouve que maintenant, depuis pas mal de décennies, on a décidé que la façon la plus efficace d'évaluer des élèves en français, c'est le commentaire de texte, mais ça n'a rien d'évident dans l'absolu. Il y aurait plein d'autres façons tout aussi pertinentes et intéressantes d'évaluer le français, d'étudier la littérature. Donc là, voilà, il se trouve que depuis à peu près les années 60, depuis une grande refonte générale des études, eh bien, on est allé vers ça, et il y a des raisons
très précises, d'ailleurs pas toujours jolies, ou en tout cas pas toujours si nobles ou purement artistiques que ça, au contraire. Et en fait, ça a beaucoup de liens avec l'arrivée en fait, des baby-boomers, des boomers, sur le marché des études. Voilà, pour faire un petit peu de socio et d'histoire. Donc après la guerre, bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle un baby-boom, donc forcément, puisque bon, voilà, la paix est revenue, les couples se retrouvent, des nouveaux couples se rencontrent, etc. Donc on sait que ça a donné lieu à une immense en fait quantité de naissances, voilà, qui est assez caractéristique en fait des périodes d'après-guerre. Et donc ça a donné la génération des boomers, des baby-boomers, voilà, qui vont des personnes nées en 46 jusqu'aux personnes nées à peu près voilà, à la fin des années 60 en gros. Et donc voilà, donc cette immense quantité en fait de personnes, bah forcément, ont grandi, sont devenus des adolescents. Donc déjà, on sait aussi l'impact qu'ils ont eu culturellement en tant qu'adolescents, parce que voilà, on pourrait faire de l'histoire culturelle, mais enfin bon, la période Yéyé, etc., salut les copains, l'arrivée de toute une nouvelle génération de chanteurs, un peu plus voilà, rebelles, le rock'n'roll, etc., le twist et tout ça. Enfin, vous voyez, il y a même carrément une retombée culturelle à tout ça, en fait, voilà, qu'on voit parfois représenté en fait, dans les films des années 60-70. On voit comme ça la génération des boomers arriver en fait à l'âge comme ça de l'adolescence, avec la rébellion qui peut aller avec, et donc mai 68, tout ça. Vous voyez, donc tout ça est assez important et donc a changé beaucoup de choses parce que un phénomène aussi purement démographique et mathématique, c'est que ça a fait d'autant plus de gens qui ont débarqué soudain dans les études, au collège, mais aussi au lycée et donc dans les études supérieures. Et donc ça a été le premier raz-de-marée en termes de génération à débarquer en fait dans les études supérieures, là où dans les décennies précédentes, on ne faisait pas d'études supérieures, sauf voilà vraiment l'élite. Bon, les études sont quand même restées pendant longtemps un peu pour les privilégiés, mais enfin c'était la première fois en fait qu'on démocratisait à ce point-là les études supérieures et même le lycée. Et donc, forcément, ça a changé beaucoup de choses dans le programme. Qu'est-ce qu'on fait du programme littéraire qui datait quasiment du siècle précédent quand on a une nouvelle génération qui débarque d'après-guerre, moderne, avec les grandes modifications qu'il y a eu dans le monde du travail, de l'économie, voilà, enfin même au niveau de l'émancipation des femmes, etc. Enfin, c'est un bouleversement culturel énorme. Comment on intègre ça aux études, dans la validation du bac, dans ce bac 2.0, dans ce nouveau bac que l'on crée, aussi adapté en fait au monde du travail tel qu'il se reformait, à qui en gros on voulait donner le bac aussi, parce que clairement, le bac, faut être clair, c'est malheureusement pas vraiment un diplôme en fait, on va dire, purement intellectuel, littéraire, voilà, c'est pas du tout ça, c'est même pas un concours. Le bac c'est un diplôme, et donc le diplôme il est censé ouvrir la voie aux études supérieures. Et donc la question, c'est pour ça qu'aussi on peut manipuler facilement les résultats de ce diplôme, et en tout cas les orienter, c'est en gros de combien de personnes a-t-on besoin sur le marché du travail, dans quel type de travail, dans quel type de domaine, et donc qu'est-ce qu'on cherche à valider, qu'est-ce qu'on cherche à rendre plus difficile ou plus facile à valider. Et donc forcément, dans une société qui se transformait et qui, entre autres, avait besoin donc, de main-d'œuvre dans des nouveaux métiers intellectuels, puisque la France allait peu à peu se désindustrialiser, c'est pas facile à dire, désindustrialiser. Voilà, et donc en fait développer le secteur du tertiaire, ça aussi on le sait, effectivement, le secteur primaire c'est beaucoup appauvri, le secteur secondaire peut-être plus encore, l'industrie, et donc c'est le secteur tertiaire qui a bénéficié de tout ça. Donc il fallait des gens qui savent écrire, qui savent éventuellement un peu analyser un courrier, un texte, qui savent s'exprimer, etc., argumenter, éventuellement qui allaient évoluer dans le milieu de la pub, voilà, de la finance aussi. Alors ça c'est très important aussi, le développement en fait du secteur scientifique, du secteur de l'ingénierie, des mathématiques. On allait avoir besoin de gens qui allaient en fait pouvoir coder, calculer, faire de l'ingénierie. Donc vous voyez aussi, c'est un tournant en fait qui a marqué le recul, voire la défaite du secteur littéraire, qui pendant longtemps en fait a été maître, voire même le seul. Pendant longtemps, le bac c'était un diplôme de littéraire. Être bachelier, c'était vraiment être en gros une espèce comme ça de lettré. C'était littéralement être un lettré. Voilà. Bon, il se trouve qu'on a changé d'époque et que les valeurs se sont tournées davantage vers les chiffres, vers le calcul, vers l'exactitude, vers le rentable, vers l'utile, et donc vers les métiers plutôt scientifiques. Et donc forcément, le bac s'en est vu transformer. Donc bien sûr qu'il a subsisté, donc vous savez, il y avait le bac A, le bac B, le bac C, ça c'est souvent ce que les grands-parents ou les parents ont passé. Ensuite, il y a eu le bac littéraire, scientifique et économique et social, ES. Ça, c'est plus ce que ma génération à moi, génération Y, a connu, et parfois certains parents un peu jeunes. Et puis bien sûr, voilà, depuis quelques années maintenant, là, ça fait quelques années, ces termes-là ont disparu. On peut le déplorer ou pas, c'est pas le débat ici, malheureusement, pas malheureusement. Alors on peut aussi se réjouir que ça ait disparu parce que ça avait presque créé aussi un petit peu des cases, voilà, les littéraires d'un côté, les scientifiques de l'autre, tout ça est un petit peu hermétique et séparé. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fonctionne plus par option. Mais enfin bon, c'est une façon
détourné en fait d'avoir recréé un petit peu les anciennes spécialités, hein. Selon que l'on prend AGGSP, hein, donc du coup là tout ce qui est plutôt histoire et géopolitique en gros, hein, et puis HLP, hein, donc en fait humanité, lettres, philosophie, évidemment, bah vous voyez, ça revient un petit peu à faire plus ou moins un bac littéraire, etc. Mais enfin bon, c'était un petit peu pour laisser plus de souplesse et de choix, voilà, et de nuances en fait, hein, de porosité entre les différents parcours. Bref, vous allez me dire quel est le rapport avec le commentaire dans tout ça. Eh bien en fait il y en a un. Il se trouve que donc à cette époque-là, donc voilà, quand les études supérieures, ne serait-ce que le lycée, les études secondaires, même les études supérieures se sont donc démocratisées, on s'est retrouvé en fait avec pour la première fois en fait quasiment de l'histoire, hein, de la société, toute une population assez immense de jeunes qui venaient de tous horizons, de toutes régions, et il faut dire aussi de toutes sortes de classes sociales. Alors ça, hein, pour ceux qui sont fans, hein, ce n'est pas du tout mon cas. Je renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet, un peu qui est une espèce d'amuse-gueule ou d'apéritif avant que j'en dise davantage et que je développe le sujet. Mais bon, moi je déteste Annie Ernaux par exemple, hein, je trouve que c'est une écrivaine complètement surcotée, même pas une écrivaine d'ailleurs. Mais bon, pour ceux qui aiment bien Annie Ernaux, qui sont fans, Annie Ernaux est très symptomatique de cela, hein. Elle l'a assez raconté en long, large, à travers dans ses livres, hein, elle a que ça à raconter, à quel point elle vient d'une famille très modeste, même limite pauvre, hein, voilà, qui tenait une épicerie à Yvetot, hein, ses deux parents, d'origine paysanne, donc déjà pour eux c'était un progrès de devenir voilà, commerçant, et elle en fait, hein, elle a été la première de la famille à faire des études supérieures, et donc à devenir voilà, professeur de français, à être une lettrée, et voilà, bon, elle a assez parlé de ça à tort et à travers, mais vous voyez, elle est typiquement le symbole de ça. Annie Ernaux, hein, c'est un fait social, hein, au moins ça, elle sera contente qu'on dise ça d'elle, parce que bon, elle s'est assez échinée à vouloir le montrer. Annie Ernaux, c'est quelqu'un, donc génération baby boomer, c'est typiquement une boomeuse, d'origine très modeste à la base, bon, que avant dans l'ancien système, qui avant n'aurait peut-être pas pu accéder aux études, mais bon, qui a pu, grâce à des bons résultats, en étant bonne en classe, etc., en faisant certains choix d'orientation et avec des parents qui l'ont laissé le faire. Et donc, voilà, on a eu Annie Duchesne, parce que c'était son nom à l'époque, avant d'épouser le Ernaux, là. Annie Duchesne, elle a eu ce parcours-là. Mais, comme elle l'explique déjà très bien elle-même dans ses textes, hein, dans La Place par exemple, elle n'était pas seule, en fait, dans ses classes, Annie. Il y avait aussi, avec elle, plein d'autres élèves qui, eux, parfois, venaient de bonnes familles, en fait, bourgeoises. En fait, à l'époque, se retrouvaient dans la même classe des enfants de bourgeois qui, eux, du coup, suivaient plus une tradition, on va dire, familiale, bah, de passer le bac, etc. Et donc, qui peut-être avaient des... Voilà, c'est ce qu'elle essaie de montrer, on va dire, ou des facilités, ou en tout cas, un contexte plus favorable voilà, à l'apprentissage, à la culture, parce qu'il y avait des livres chez eux, parce que les parents étaient eux-mêmes lettrés, parce qu'il y avait accès à certaines choses, à des biens, il y avait des moyens, etc. Voilà, donc il y avait, vous voyez, dans les classes à la fois des enfants qui étaient très favorisés et très acclimatés à la culture légitime ou la culture littéraire, la culture générale. Et puis il y avait donc des enfants en classe qui étaient des petits nouveaux, on va dire, hein, voilà, des gamins qui avaient une famille qui se saignait aux 80 pour leur offrir le lycée, qui était un peu comme ça l'espoir de l'ascenseur social, et qui donc, eux, n'avaient pas tout le bagage culturel de base. Leurs parents ne pouvaient pas leur parler de livres, d'écrivains, de littérature, il n'y avait pas de livres chez eux, les parents ne lisaient pas spécialement, il n'y avait pas spécialement de parents cultivés. Donc voilà, hein, ce qu'on appelle les fameux transfuges de classe, hein, parce que ça c'est l'obsession de Ernaux et des fans d'Ernaux, hein, voilà, le transfuge de classe. Et donc voilà, donc vous voyez, ça crée comme ça une disparité sociale et donc une disparité aussi intellectuelle éventuellement, et donc aussi de facilité ou de prédisposition et donc de culture générale dans les classes. Et donc c'est là qu'interviennent les exercices de la dissertation et du commentaire, et surtout le commentaire, surtout le commentaire. Le commentaire de texte a été inventé en partie en fait pour répondre à cette situation, hein, assez inédite, où en fait on avait beaucoup d'inégalités de culture générale et littéraire dans les classes, entre les profils d'élèves, et en fait il fallait un peu gommer, un peu limiter ces inégalités, et trouver un petit peu un exercice qui mette un petit peu tout le monde d'accord, un peu tout le monde voilà, sur le même pied. Et en même temps, ça tombait très bien parce que se produisait à l'époque, et là encore une fois c'est un long détour, hein, mais une sorte de révolution critique dans la littérature et dans l'enseignement, hein, qu'on appelle le structuralisme. Alors structuralisme, je ne vais pas entrer dans les détails voilà, de ce que ça a été, hein, et aussi de ses principaux apôtres qui ont été entre autres Roland Barthes, ou alors encore comment Todorov, hein, qui a fait Amende honorable par la suite, qui a fait un peu un mea culpa d'avoir fait partie de cette révolution structuraliste. Mais voilà, donc le structuralisme, voilà, bon, incarné par plusieurs critiques littéraires et plusieurs enseignants ou universitaires, etc., voilà, en fait, a changé complètement en fait, la façon dont on approchait la littérature,
et donc fait partie en fait des formes de critique voilà, qui a eu beaucoup d'impact. Et donc comme son nom l'indique, en fait, un structuralisme, et c'est une forme de critique littéraire qui avait pour originalité de mettre en fait, par-dessus tout le texte plutôt que le contexte, le texte plutôt que la culture générale et littéraire. En fait, en gros, c'est presque cette idée ou ce mythe que n'importe quel texte de la littérature pouvait être compris et commentable du moment en fait qu'on avait un extrait. En fait, grâce au procédé, grâce aux figures de style, en fait, grâce aux mots en eux-mêmes, le texte pouvait parler en fait. Voilà. Donc il n'y avait pas besoin forcément d'un énorme contexte. Avouez que cette idée est extrêmement pratique quand vous avez donc des milliers, voire des millions d'élèves qui débarquent au bac avec des niveaux très différents, avec certains clairement qui n'ont pas le niveau de connaissance, de culture générale pour aborder une dissertation vraiment comme il faut. Et donc on leur raconte tout d'un coup que ne t'inquiète pas si tu ne sais rien de la littérature, tout est dans le texte. Tout est dans le texte. Tout ce que tu as besoin de savoir sur le texte est dans le texte. Et même un extrait, là, l'extrait que tu as là est commentable, même si tu n'y connais rien par ailleurs, puisque tout est une question de procédé, de figures de style, etc. Et que du moment qu'on connaît ces procédés, ces figures de style, eh bien, on peut commenter et interpréter n'importe quel texte de la littérature. Ne parlons même pas, bien sûr, du côté schéma narratif, du schéma des actants, situation initiale, situation, éléments perturbateurs, situation de résolution, péripéties, tout ça. Voilà, tout ça, ce sont des éléments de structuralisme qui, en fait, ont installé l'idée que en fait, un texte se suffisait à lui-même, il y avait une espèce comme ça d'autosuffisance du texte, et que c'était une espèce comme ça de milieu clos, et que voilà, on n'avait pas forcément besoin en fait de connaître l'histoire littéraire, ou voilà, la grande littérature, ou tous les textes, ou se repérer comme ça dans les auteurs, que voilà, en fait, un texte, c'est avant tout une espèce comme ça de petit en fait, élément dissécable, voilà, analysable en l'état. Voilà donc pour le commentaire de texte, qui a été un peu une révolution dans les années 60. Donc vous voyez, bon, cet exercice-là qui a l'air là depuis tout le temps, depuis toujours, en fait, n'est pas une évidence du tout. Il est arrivé dans un contexte socio-historique bien particulier, pour des raisons bien particulières, avec en plus un mouvement critique bien particulier qui l'a favorisé, l'a presque inventé. Et donc on se retrouve en fait dans les années 60, fin années 60, avec l'apparition donc de cet exercice devenu aujourd'hui incontournable, certains ne pensent même plus à le remplacer, qui est le commentaire de texte. Donc vous voyez maintenant, ça fait à peu près 60 ans que cet exercice existe, donc effectivement ça commence à faire 3 générations de bacheliers voilà, que le commentaire de texte existe, donc effectivement il a l'air d'avoir toujours été là, mais en fait pas du tout. Et il faut savoir que le commentaire de texte est loin de faire l'unanimité, même parmi les littéraires ou les professeurs ou les enseignants ou les critiques. Alors souvent, malheureusement, et je le déplore, ils ne le disent pas, ils ne s'en vantent pas, peut-être aussi parce qu'il faut dire que la majorité ne remettent pas cet exercice-là en question, n'ont pas de recul critique, et quand une petite part en fait est perplexe par rapport à cet exercice, eh bien je sais pas, ils pensent peut-être à tort que ce serait une mauvaise idée de le dire franchement aux élèves, en fait, de faire part aux élèves de leurs propres doutes, de dire écoutez, moi j'ai l'impression que cet exercice-là il sert à rien, que c'est pas forcément une bonne approche, pas une bonne façon de vous évaluer, mais bon, ça reste entre nous, de toute façon, bah voilà, c'est pas nous qui fixons les règles. Moi je pense qu'il faut le dire, et donc vous l'aurez peut-être compris à travers mes paroles, mes mots, mais moi je fais partie de ceux clairement qui détestent cet exercice, qui trouvent qu'il est extrêmement surfait, surcoté, qu'il n'a pas que des vertus et même loin de là, qu'il a même beaucoup de vices et que du coup il pousse au crime à bien des égards, que il peut éventuellement avoir des effets néfastes sur déjà le rapport à la littérature, il dégoûte par paquets de milliers, des générations d'élèves en fait chaque année de la littérature, les dégâts irréparables commis par le commentaire de texte, bien plus encore que la disserte, sont énormes par rapport en fait à la littérature. C'est dommage parce que des gens auraient peut-être pu aimer la littérature, le français, les textes, les écrivains, les œuvres. Et en fait, à cause de cette approche purement stylistique qui confine quasiment à l'instrument de torture, voilà, eh bien, des gens en fait ratent leur rencontre avec la littérature et en fait se persuadent que c'est pas pour eux, que c'est nul, que c'est ennuyeux, que c'est chiant, que c'est stérile, que ça sert à rien. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Donc moi je fais partie de ceux d'ailleurs, même en tant qu'élève, alors que déjà j'aimais beaucoup la littérature. Moi c'est vrai que j'ai réussi à faire la part des choses, c'est-à-dire que j'aimais déjà la littérature, j'avais déjà eu un coup de cœur pour la littérature, et non, je n'ai pas grandi dans une famille bourgeoise littéraire, au contraire, j'ai été souvent amené à le répéter sur la chaîne. Chez moi il n'y avait pas de livres, en tout cas clairement pas de littérature, il y avait des livres de cuisine, il y avait des livres éventuellement des biographies de stars, il y avait des livres d'astrologie, mais il n'y avait pas de littérature classique. Donc j'ai développé cet intérêt, j'ai découvert ça avec l'école, donc bien c'est bien l'école qui m'a fait avoir ce coup de foudre pour les textes, voilà, pour mes premiers émois littéraires avec des grands écrivains, où j'ai été fasciné par la langue, par les mots, par ce que ça racontait, par les émotions que ça véhiculait, voilà, par les époques aussi que ça décrivait, etc.
Donc voilà, moi j'ai eu cette révélation-là, sur moi ça a marché, vous voyez, hein. Qu'est-ce qui fait que sur 30 élèves, il y en a un sur qui ça marche, il y a une révélation, les autres pas? Bon voilà, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des caractères, des prédispositions. Mais j'ai envie de dire que j'ai aimé en dépit des méthodes d'enseignement. C'est-à-dire que c'est les textes qui m'ont parlé. Mais en revanche, ce qu'on devait faire sur eux, les questions de compréhension, les questions de grammaire, l'analyse, le commentaire, ça j'ai tout de suite détesté et pas vraiment compris pourquoi on nous demandait ça parfois. Et voilà, donc c'est malgré cela que j'ai réussi à aimer. Donc c'est presque un exploit ou un miracle. Voilà, mais j'ai tout de suite été perplexe et sceptique et ça s'est pas arrangé avec le temps. Donc voilà, moi-même en tant qu'élève qui pourtant lisait déjà de son côté, pour son bon plaisir, bien de la littérature classique, hein, qui déjà en fait explorait les plus grandes œuvres, les plus grands auteurs, les classiques de la littérature française ou étrangère. J'adorais ça déjà à l'époque. Je passais une partie de mon temps libre à lire ça. Eh bien, arriver quand même en classe devant parfois des textes que je connaissais déjà ou voilà, que je découvrais mais que j'aimais bien, l'exercice du commentaire, ce qu'on en faisait en classe, le temps qu'on passait à disséquer chaque petite phrase et à chercher les petites figures de style comme des cocos de Pâques dans le jardin, ça m'exaspérait, ça me rendait fou, je ne supportais pas, ça m'ennuyait, je ne comprenais pas le principe, je ne savais pas ce qu'on attendait de nous, et j'ai longtemps été très mauvais à ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que je suis de votre côté là-dessus, je comprends tout à fait le rejet que peut inspirer cet exercice, je pense même qu'il est justifié et légitime. Je pense en tant que, alors j'allais dire enseignant, je ne suis pas vraiment enseignant, je donne des cours à domicile, des cours particuliers pour des organismes, donc bon, je suis quand même amené à préparer des élèves pour le bac depuis maintenant quelques années, et donc voilà, à être effectivement du côté enseignant, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais voilà, justement, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être un peu hors système, hein, ne surtout pas entrer dans l'éducation nationale, parmi plein d'autres raisons, que je pourrais expliquer à travers l'exemple quasiment de Jules Vallès dans Le Bachelier, justement, lui-même qui ne voulait pas travailler pour l'État ou pour l'éducation nationale, entrer dans le système à proprement parler, il préfère rester un peu en périphérie par des cours particuliers. Mais c'est vrai qu'une des raisons, c'est que j'ai tellement subi cet exercice en tant que moi-même élève que je voulais surtout pas le faire subir, en tout cas par la voie officielle, à des élèves à mon tour, et moi-même ne pas me le faire subir en fait, parce que bon, entre en parler en mode coaching dans des cours particuliers où je peux un peu raconter ce que je veux, comme je veux, et trouver des angles différents, au cas par cas avec des élèves, en revanche, je peux retrouver comme ça à former des paquets entiers d'élèves, voilà, dans le cadre comme ça, très structuré d'une école, d'un lycée, voilà, pour l'État. Ça, franchement, je me sentais pas du tout le faire parce que moi-même, j'avais pas envie de m'infliger ça. J'ai pas envie d'évoluer dans ce monde de commentaires de texte, de dissertation, de correction de copie. Je déteste ça. Voilà. Donc, je comprends tout à fait le rejet que peut inspirer cet exercice-là et l'incompréhension qu'il peut susciter parce que vraiment, voilà, je les partage et on est quand même plusieurs, malgré tout, voilà, littéraires, hein, ou enseignants parfois, à en fait remettre en question le bien fondé de cet exercice-là et à espérer en fait qu'un jour il disparaisse. Ou en tout cas qu'il soit un jour repensé différemment, voilà, et qu'il en fait arrête d'inciter à certains comportements quasiment qui sont néfastes, voire pervers dans le rapport qu'on peut entretenir à la littérature. Puisque un des innombrables défauts du commentaire de texte, c'est que, eh bien, comme le veut quasiment en fait presque sa raison d'être à la base, hein, et donc ce qui a été aux sources de sa création, de son invention en tant qu'exercice, c'est un exercice qui met beaucoup trop en avant la forme par rapport au fond, qui incite beaucoup trop en fait à disséquer le texte, à le creuser, à chercher en fait la moindre petite figure de style en fait, et donc à s'attacher à des choses et en plus à en tirer une espèce de sens supposé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les textes, c'est une épreuve qui pousse à la surinterprétation. Ce que mon maître, le professeur Yves Ancel, dans son livre Lire et délire de l'enseignement de la littérature en crise, un ouvrage voilà, extraordinaire qui fait un petit peu comme ça, un peu la somme et le procès voilà, de plusieurs années d'enseignement de littérature, justement mis en avant, c'est que ce qu'il appelle la textrapolation. Vous voyez, textrapoler. On dit extrapoler pour le fait en fait comme ça en fait de tirer des plans sur la comète, en fait de tirer des conclusions à partir d'un seul petit fait ou d'une observation. On extrapole, hein, on tire des fils comme ça et on se met un petit peu comme ça à faire des suppositions, à faire des exagérations de sens, etc. Eh bien, voilà, il a inventé ce néologisme qui s'appelle textrapoler. Textrapoler, on textrapole, ben, c'est un peu ce crime auquel pousse le commentaire de texte en fait à t'extrapoler. En fait, il apprend, comme dit mon maître et ami le professeur Ancel, en fait, à délire plus qu'à lire. Vous voyez, lire, délire. Hein. Il apprend à délire plus qu'à lire. À délirer en fait. Hein. C'est-à-dire que lire un texte, contrairement à ce que beaucoup pensent, et ça aussi c'est un des énormes malentendus de la littérature française et du français, le français laisse beaucoup trop entendre qu'un texte ça s'interprète, voilà, qu'il y a plusieurs sens possibles, qu'on peut un peu spéculer, que tant qu'on trouve les bons exemples, les bonnes figures de style, on peut un peu faire dire n'importe quoi au texte. Or, non, non, ça ne marche pas comme ça.
les écrivains, généralement, quand ils ont écrit un texte, ils ont écrit un truc pour dire quelque chose. Ils voulaient dire quelque chose de précis, suggérer une émotion, suggérer une idée. Alors bien sûr, dans la littérature d'idées, tout particulièrement dans les essais, évidemment, là, ce sont des textes qu'on appelle verrouillés, hein, des textes au sens verrouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un sens possible, parce que ce sont des essais, hein, l'auteur a voulu dire quelque chose et pas autre chose. Et c'est vrai que des textes comme la poésie, hein, qui ont des sens beaucoup plus ouverts, qui sont des textes non verrouillés, qui ont parfois un sens assez ésotérique, assez interprétable, assez flou, là, en effet, c'est des pousses au crime pour la surinterprétation et donc pour la textrapolation. Donc c'est vrai que le commentaire de texte, en plus, est un exercice assez fastidieux et presque absurde, à force de scruter la moindre petite figure de style, eh bien, peut pousser comme ça des dérives de sens ou d'interprétation dans ce qu'on appelle assez pédantesquement l'herméneutique. Hein. L'herméneutique, en fait, c'est l'art d'interpréter les textes. Et donc, c'est ça le problème, en fait. Est-ce que les textes s'interprètent, hein, à quel point, à quel degré les textes s'interprètent. J'ai fait un podcast sur cette chaîne, si ça vous intéresse, hein, justement, qui s'appelle « La littérature s'interprète-t-elle ?» Où évidemment, voilà, je me porte en fait en faux contre cette idée. Voilà, puisque non, la littérature ne s'interprète pas, ou bien peu. En fait, hein, les écrivains ne se sont pas cassés la tête à écrire des livres ou des textes pour que tout le monde se barre de son côté avec un sens, voilà, comme ça lui va, selon ce qu'il préfère. Généralement, quand on écrit, on veut transmettre un message, on se donne beaucoup de mal pour écrire le mieux possible, le plus joliment possible, le plus exactement possible, en fait, ce qu'on a à dire. Et c'est pas pour que voilà, les gens comprennent n'importe quoi ou à l'envers ou ce qu'ils veulent, etc. Il y a un sens au texte et donc ce sens doit être compris et respecté. Voilà, et donc ça tient aussi bien de l'écrivain qui doit faire un effort de bien s'exprimer que du lecteur qui doit faire un effort de bonne foi et d'honnêteté intellectuelle et de compréhension tout simplement. Et là effectivement, oui, là c'est intéressant que l'école, le français, le lycée ou le bac ou les études supérieures, effectivement, inculquent, enseignent ce skill, cette compétence importante dans la vie, et pas seulement en littérature, hein, dans toute forme en fait d'interaction humaine, l'importance en fait de comprendre ce qu'on nous dit. Hein, de ne pas comprendre de travers ce qu'on nous dit, sinon on finit dans un épisode de Camelot. Hein, finalement, ça finit en Camelot, là, si on comprend rien à ce que les autres racontent. Non, non. Les gens, ce qu'ils disent, il faut comprendre ce qu'ils disent. Même parfois, il faut comprendre ce qu'ils disent entre les lignes. Alors là, bon, je recite à nouveau mon maître Yves Ancel qui disait toujours entre les lignes, il n'y a que du blanc. Hein. Voilà, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'il faut toujours lire entre les lignes. Entre les lignes, il n'y a que du blanc. Ce qui est important, ce sont les lignes elles-mêmes. Hein. On n'a pas à spéculer sur ce qu'il y a entre les lignes normalement. Hein, la littérature, pareil, entretient trop le mythe qu'il y a beaucoup de sens entre les lignes. Ça, c'est un énorme malentendu, moi, qui m'exaspère parce que, vous savez, je suis le premier à détester les implicites et les soi-disant messages entre les lignes, etc. Je suis quelqu'un qui, dans la vie, dans la vie réelle, hein, dans sa communication, déteste les sous-entendus ou les malentendus ou les petites insinuations ou les messages cachés, etc. Moi, j'aime l'explicite et la clarté. Et c'est une énorme erreur typique en fait voilà, des stéréotypes et des clichés, hein, voilà, des préjugés sur les littéraires, de croire qu'un littéraire, ça aime les sous-entendus, les messages cachés, cryptés, les implicites, etc. Non, c'est pas vrai. Voilà, en tout cas, clairement pas les littéraires de mon espèce. Au contraire, nous aimons la clarté. Et je renvoie toujours à cet exemple, à ce fait précis. Hein. Dans la vie, malheureusement, on ne sait pas ce que les autres pensent, on ne sait pas ce que les autres ont dans la tête, on ne sait pas comment ils raisonnent. Et ça, c'est une énorme détresse, en fait, hein, de ne pas savoir ce que les autres ont dans la tête. Ça crée beaucoup de malentendus, de quiproquos et d'insécurité. Et justement, quelle est la particularité et le côté génial de la littérature? C'est qu'avec la littérature, on entre dans la tête des gens. On sait ce que pense tout le monde, on entre dans leur tête, dans leur raisonnement, et du coup, en fait, on évite les malentendus. En tout cas, en tant que lecteur, nous, on est au courant, on est dans la confidence. Peut-être que les personnages entre eux vont vivre des malentendus, mais nous, en tant que lecteurs, on a la chance d'entrer dans la tête de tout le monde. Et donc, justement, la littérature, c'est un domaine extraordinaire pour tous ceux qui détestent les implicites, les choses cachées, les choses sous-entendues, les choses... Contrairement à ce qu'on croit, justement, la littérature, c'est parfait pour ceux qui ne supportent pas de ne pas savoir et qui veulent entrer dans la tête des autres et tout savoir de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs secrets, de leurs idées les plus intimes, parce qu'elles nous seront racontées par le narrateur, par un narrateur souvent omniscient, et comme ça, voilà, on n'aura plus cet effet insécurisant et très désagréable dans la vie qu'on a parfois de ne pas comprendre ce que les autres veulent ou pensent et de ne pas pouvoir être dans leur tête. Donc voilà, donc effectivement, bon voilà, il ne faut pas exagérer cette idée comme ça de lire entre les lignes. Les textes ont un sens précis. Et en fait, normalement, les écrivains, voilà, on fait en sorte que ces sens soient clairs. Et donc, nous, il s'agit d'en rendre compte. Ça, c'est ce qu'on appelle de la compréhension de texte. Vous voyez, la compréhension de texte, c'est pas du commentaire de texte. On n'est pas là pour commenter, pour gloser, pour faire de l'herméneutique. Hein, c'est pas de la glose. C'est vraiment, voilà, que dit ce texte, le comprendre, le reformuler et montrer le plus fidèlement possible qu'on a bien compris ce que ça voulait dire et qu'on a identifié le sens. Malheureusement, ces exercices qu'on appelle compréhension de texte, voire synthèse de texte,
que l'on retrouve parfois dans des filières type plus STG, professionnel, etc., pour dire que ces filières sont beaucoup plus intelligentes que la générale, et à bien des égards, eh bien, n'existe pas en général, puisque dans la filière générale, vous l'aurez remarqué, dès que vous commencez à faire de la compréhension de texte stricte, dès que vous ne faites que bien résumer ce que dit le texte, le restituer le plus fidèlement possible, au lieu de vous féliciter en vous disant bravo, parfait, vous avez parfaitement compris ce que dit le texte, c'est bien, si vous l'avez reformulé si bien, c'est que vraiment vous avez bien compris, sans déformer ce que ça dit, voilà, avec une parfaite honnêteté intellectuelle, avec une parfaite bonne foi, vous avez parfaitement compris ce que ça dit, bravo. Eh bien, au lieu de vous féliciter, on vous engueule, et on vous dit que vous faites de la paraphrase, qu'en fait vous êtes en train de répéter ce que dit le texte, vous êtes en train de répéter à l'identique. Alors c'est vrai que ça peut être désagréable, hein, en effet, de répéter à l'identique quelque chose, hein, voilà, parce qu'on va dire, moi aussi j'ai lu le texte, hein, et je sais très bien ce que ça dit, pas la peine de me le raconter. Le problème c'est que quand on vous interdit de synthétiser un texte, de le raconter ou de le restituer fidèlement, eh bien, il ne vous reste plus qu'à en fait dire des choses qui ne sont pas strictement le texte. Vous allez forcément développer en fait un espèce de complexe ou d'interdit de répéter le texte fidèlement, et du coup, puisque vous ne pouvez plus être fidèle au texte, vous allez devoir être infidèle au texte. Et vous voyez, du coup, la porte est ouverte vers la spéculation, vers la textrapolation, vers l'exagération, vers les analyses plus ou moins vaseuses, vers des lectures plus ou moins ésotériques. Puisque de toute façon, on n'a plus le droit de parler du texte en lui-même pour ce qu'il dit en lui-même. Donc du coup, on se retrouve en fait un petit peu incité comme ça à prendre le large et un petit peu comme ça à spéculer, à inventer, à exagérer, à extrapoler, voilà. Et donc tout ça, c'est assez pervers parce que c'est le contraire de ce qu'est censé être la littérature et le contraire de ce qu'est censé être en fait un bon lecteur. Un bon lecteur, justement, n'est pas de mauvaise foi, n'est pas malhonnête intellectuellement, comprend ce qu'on lui dit, comprend ce que ça dit et pas autre chose et pas plus ni moins, voilà, juste ce que ça dit. Et c'est déjà énorme et bien suffisant. Et après, il se fait son avis, bien sûr, et après, ça le touche pas. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas là normalement pour creuser le pétrole et se mettre en fait à analyser et à suranalyser tout. Donc justement, la dérive du commentaire de texte, elle est là, c'est la suranalyse, c'est la surinterprétation, c'est l'extrapolation. Et vous voyez, là où l'exercice est vraiment décidément pervers jusqu'au bout et vraiment assez malhonnête en lui-même, c'est que si vous faites une lecture trop littérale du texte, donc on va vous reprocher d'être dans la paraphrase, d'être trop, un peu dans la synthèse ou la répétition ou la compréhension stricte, et si vous partez trop loin dans la surinterprétation, dans l'extrapolation, dans la suranalyse, et bien justement, on va vous reprocher de suranalyser, d'inventer des choses qui n'existent pas. Donc, vous voyez, le commentaire de texte, cet exercice-là, est assez frustrant et assez déroutant, et on comprend qu'il exaspère beaucoup de gens, et surtout qu'il laisse un petit peu perplexe et sceptique, puisque, on vous l'explique plus ou moins bien, il y a des épreuves, des bacs blancs, des épreuves blanches, etc., pour s'entraîner sur l'exercice, et bien parfois les notes sont décevantes, et on a l'impression d'avoir fait le boulot, d'avoir fait ce qu'on nous demandait, et surtout on ne voyait pas trop ce qu'il y avait à dire d'autre, et pourtant, voilà, on n'a pas une bonne note. Inversement, parfois, on a l'impression d'avoir juste répété ce que disait le texte, ou alors d'avoir un petit peu fumé, d'avoir un peu inventé n'importe quoi, et là, il y a une bonne note. Bref, entre le fait que les notes ont parfois du mal à s'aligner avec le ressenti qu'on a de ce qu'on a fait, avec le fait que, voilà, tantôt, il ne faut pas trop paraphraser, mais en même temps, il ne faut pas trop suranalyser, etc., on a un peu de mal à s'y retrouver et à comprendre ce qu'on attend de nous. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire, bordel de merde, pour avoir une bonne note dans cette foutue épreuve? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est quoi un bon commentaire de texte?